Bonjour Melissa. Euh, Bonjour. comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous pour accepter cette invitation. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je voudrais commencer avec une question. Pourriez-vous vous présenter et nous partager ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Ok. Et bah, pas de problème. Je m'appelle Mélissa Bronsard. J'ai 31 ans. Je suis française. J'habite à Paris. Je suis née à Paris. Et je suis aujourd'hui réalisatrice de documentaires. Donc, je fais des documentaires, soit comme réalisatrice, soit comme ça m'arrive de travailler aussi comme monteuse, comme caméraman. Voilà. Et quoi d'autre? Voilà, c'est pas, j'ai d'autres passions dans la vie, mais c'est mon métier aujourd'hui, c'est ça depuis environ 5 ans maintenant, 5 6 ans. Vous m'avez dit que vous bégayez avant. Est-ce que vous bégayez encore? Quand avez-vous commencé à bégayer et comment le bégaiement a-t-il affecté votre vie? Oui, alors moi j'ai commencé à bégayer enfant, à peu près à l'âge de 5 ans. Et je dirais que le moment où mon bégaiement était le plus fort, c'était voilà, de l'enfance jusqu'à environ peut-être à l'adolescence vers 17, vers 16, 18 ans à peu près par là. Il y a eu un peu des hauts et des bas. Aujourd'hui, je bégaye beaucoup moins qu'avant. Ça arrive encore, ça m'arrive, c'est beaucoup plus rare. Peut-être maintenant, c'est seulement peut-être 10% du temps. Ça va être, je vais être fluide la plupart du temps et de temps en temps, je vais avoir des blocages. Voilà. Mais c'est pas du tout comparable avec comme c'était avant. Enfin, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer à être suivie par une orthophoniste quand j'étais petite. Donc j'en ai vu plusieurs avant de trouver celle avec qui ça fonctionnait bien, mais j'ai vu des orthophonistes dès le CP, donc je crois, donc quand j'avais peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai fait des pauses et j'ai rencontré mon orthophoniste qui était spécialisé dans le bégaiement quand j'avais à peu près 13 ans par là. Et je l'ai vu jusqu'à mes 15 ans. Donc ça a été vraiment peut-être sur 3 4 ans, on a vraiment travaillé ensemble. Et c'est là que j'ai réussi à apprivoiser un peu plus ma parole, à, à avoir moins honte de mon bégaiement, à l'assumer un peu plus, à réussir à en parler. Parce que je faisais des séances individuelles avec cet orthophoniste et aussi des séances de groupe. Donc, Ah, c'était la première fois que j'ai rencontré d'autres jeunes de mon âge qui bégayaient aussi. Et ça m'a beaucoup aidé à être un peu moins renfermée sur moi-même parce que pense que c'est aussi ma personnalité, mais aussi à cause du bégaiement. J'étais une enfant et une adolescente assez timide et très renfermée sur moi-même. J'avais beaucoup de mal à aller vers les autres. Et au fur et à mesure, ça allait un peu mieux. Et aujourd'hui, voilà, il y a toujours des moments où ça peut être un peu difficile, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et oui, enfin, comme tu dis, je pense que dans ta question, je pense que le bégaiement, il m'a affecté. Et oui, oui, ça m'a fait beaucoup souffrir. Faut dire la vérité. C'est très difficile. Euh, mais je dirais que j'ai eu la chance que ce soit plutôt, je ne sais pas si c'est une chance, mais que c'était plutôt une souffrance interne. C'était à l'intérieur, parce que de l'extérieur, j'avais quand même une famille qui m'aidait, j'avais des amis, évidemment, il y a des gens qui se sont moqués de moi, il y a des gens, ça arrive, des professeurs qui ne comprenaient pas, qui pouvaient être mais, maladroits, voire méchants avec moi. C'est arrivé, mais quand même, j'étais pas toute seule. Et voilà, j'avais toujours des amis et des gens avec qui je pouvais parler, donc j'étais pas non plus seule au monde, quoi.
Et ça ne m'a pas empêché de faire mes études et de faire aujourd'hui le métier que je fais. Voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Et c'est très important d'avoir la famille et des amis pour le soutien, pour Ouais. to feel supported, you know? Ouais, carrément. Ouais, oui, c'est vrai. Parce qu'on peut, avec le bégaiement, on se sent très vite tout seul, même si les gens, on sait que les gens, si on a des amis de la famille, mais on sait on peut leur en parler, mais ils pourront jamais comprendre vraiment ce qu'on ressent. Et quand on est plus jeune, enfin moi en tout cas, quand j'étais enfant ou adolescente, je n'avais pas forcément les bons mots pour exprimer ce que je ressentais. Aujourd'hui, j'ai plus de recul, j'ai travaillé sur le bégaiement, donc je peux en parler, mais c'est important d'être soutenu parce que on peut vite s'isoler et voilà, et être un peu tout le temps dans sa tête et ne pas réussir à communiquer avec les gens autour de nous. Et, euh, et après, moi, une chance et une malchance que j'avais, c'est que moi, mon père bégaye aussi. Donc, dans ma famille, on connaissait déjà le bégaiement. Comme mon père est bègue toujours aujourd'hui. Voilà, mes parents connaissaient déjà ça. Donc, c'était pas quelque chose comme ça d'inconnu qui, voilà, ils savaient déjà ce que c'était. Donc, peut-être que ça a aidé aussi un peu. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir une réalisatrice Mhm. de documentaires? Et ben, c'était un peu par hasard. Enfin, c'était pas, enfin, pas un hasard, mais c'était pas du tout. Quand j'étais enfant, plus petite, je pensais pas du tout à ça. Mais c'est arrivé. En fait, j'ai été à l'université où j'ai fait 3 ans de licence. Ensuite, donc là, j'avais 21 ans à peu près. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an. Et ensuite, je devais décider si je voulais faire un master dans le même domaine ou si je voulais faire autre chose ou quoi. Et je ne voulais pas faire de master. À la fac, j'avais étudié l'anglais et l'histoire. Et je ne voulais pas faire un master d'anglais et je ne voulais pas faire un master d'histoire. Et du coup, j'ai toujours adoré le cinéma. Quand j'étais adolescente, j'avais un cinéma juste à côté de la maison et j'étais tout le temps au cinéma. Je voyais tout ce qui sortait, tout. Voilà, j'avais de la chance de pouvoir. À un moment, j'avais pris une carte, j'allais, voilà, même les trucs bien, même les trucs nuls, je regardais tout ce qui passait et je m'intéressais beaucoup après aller écouter les interviews des réalisateurs, des réalisatrices, savoir comment ils avaient fait, tatati, savoir un peu le behind the scenes, qu'est-ce qui se passait. Et du coup, quand j'étais entre ma licence et mon master, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Et j'ai toujours aimé les documentaires et les animaux. Moi, j'adore toujours aimer les animaux, la nature, l'environnement. Et du coup, j'ai fait un master de documentaire animalier. Donc, à la base, c'était ça ma spécialité. Aujourd'hui, je travaille pas plus trop sur des thématiques animalières ou sur l'environnement, etc. Mais peut-être que ça va revenir. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai fait une formation en master de 2 ans en documentaire animalier. Et ensuite, je suis revenue à Paris et j'ai commencé à travailler euh, voilà, soit comme caméraman, comme monteuse, comme réalisatrice, comme assistante, voilà, faire plein de petites choses comme ça. Et, euh, et après, voilà, et au fur et à mesure, j'essayais de commencer à créer mes films avec des sujets que je pouvais choisir et des films que j'écrivais et que j'essayais de vendre après. Voilà. Et ça, c'est super. Et, qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce que vous préférez écrire le film ou vous préférez euh, Euh, Ramen, qu'est-ce que vous préférez normalement? euh, Je pense écrire, non. Ça, c'est sûr que non. Écrire, pour moi, c'est le pire moment. Je trouve ça horrible. C'est long. Il faut toujours faire modifier 40 fois le truc et tout. Ça, j'aime pas trop. Mais non, moi, ma partie préférée, c'est l'observation au moment du tournage, quand on filme et qu'on est un petit peu
cache, même si on est là, mais on est quand même caché derrière la caméra et on essaye d'observer ce qui se passe et de réussir à filmer les moments où il se passe quelque chose. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'aime beaucoup le montage aussi. Quand enfin on arrive à créer le moment où ça marche, où d'un coup, quand on monte, on fait Oui. ça, ça marche pas, et tout d'un coup, on arrive à faire un truc, et là, il se passe quelque chose. Je trouve que c'est toujours un peu magique. Ça, j'aime bien ce moment-là, c'est très cool. C'est un peu de ce qu'on avait dans la tête, on le voit enfin qui existe. Wow, Vraiment. Ça, ouais. super, super. Et depuis le 2019, vous travaillez sur le bégaiement avec le projet et le coin du bégaiement. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces projets et nous expliquer pourquoi vous avez décidé de réaliser un film sur le bégaiement? Oui, alors ouais, depuis 2019, je travaille en vidéo avec le projet Éloquence du bégaiement. Donc, l'Éloquence du bégaiement, c'est un concours d'éloquence réservé spécialement pour les personnes qui bégayent. Donc, c'est un concours, en 2019, c'était la première édition. Il avait lieu seulement à Paris. Maintenant, il existe dans plusieurs villes. Euh, et du coup, c'est un concours exceptionnel où les personnes qui bégayent peuvent venir s'inscrire. Et le but, c'est de voilà, reprendre confiance dans sa parole et prouver et se prouver que c'est pas parce qu'on bégaye qu'on n'a rien à dire. Et on a aussi des messages qu'on veut faire passer. Et on peut aussi être très éloquent, même en bégayant, on peut faire passer des émotions fortes, on peut voilà, faire rire, on peut voilà, et faire passer ces messages. Et ce n'est pas parce que notre parole n'est pas la fluidité et l'éloquence, c'est deux choses différentes. Et vraiment, et en général, quand on bégaye, euh, on a peur de parler en public parce on veut déjà parler, c'est tellement difficile. Alors parler en public, quand tout le monde nous regarde, c'est des situations qui sont très difficiles. Et du coup, ce concours, qui est un concours mais aussi une formation, les gens qui font le concours, ils sont pas oui, le premier jour, on leur dit pas, allez, parle devant tout le monde. Il y a une formation, ils sont accompagnés par des formateurs, par des coachs, par des parrains, des marraines qui les aident au fur et à mesure à apprendre comment dire un discours, comment écrire un discours, comment dire un discours et comment faire vivre un discours avec son corps, avec ses émotions, etc. Donc c'est un super concours. Vraiment, c'est un concours unique au monde qui existe qu'en France. Et du coup, quand en 2019, j'ai appris l'existence de ce concours, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut absolument que j'aille le filmer. Je suis sûre qu'il va se passer des choses, que ça va être beau, quoi, que ça va être fort, que ça va être émouvant, parce que c'est des gens voilà, qui décident, même s'ils ont peur, même si ça leur fait peur, c'est nouveau pour eux et c'est difficile, ils décident de se confronter à ça et ils sont prêts à faire en sorte que leur bégaiement arrête de les freiner. Ils veulent plus se laisser freinés par leur bégaiement et ils décident d'aller de l'avant et d'essayer voilà, de se réconcilier avec ça. Et donc, j'ai filmé pendant le concours de 2019, 2020, 2022, 2021, pardon. Et en faisant des petites vidéos, des films plus ou moins longs, jusqu'à l'année dernière, donc le concours de 2021, où j'ai fait un film qui s'appelle Le bégaiement fond au soleil, qui est passé à la télévision en France sur France 3. Donc c'était un documentaire de 50 minutes où on suit voilà, tout le concours avec évidemment, il y a beaucoup de candidats. Je n'ai pas pu filmer tout le monde, mais il y a quelques candidats qu'on suit et de leur évolution au fur et à mesure du concours. Et aussi, ils nous parlent de leur rapport avec leur bégaiement, de leurs émotions et comment ils décident voilà, d'enfin réussir à s'affirmer pour être soi-même. Et ils en ont marre de se cacher et ils veulent plus que le bégaiement les empêche de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, et ce concours est là pour ça. Voilà. Oui. J'ai regardé le documentaire
je me suis identifiée avec les personnages du film. Mhm. Et j'ai été un peu émotionnée aussi. Et oui, et j'imagine et je me pose la question en comment ce film a impacté la communauté des gens qui bégayent, mais aussi les gens qui ne bégayent pas. Euh, Mhm. Parce que vous m'avez dit que ça était diffusé à la TV. Mhm. Et je me demande si ça a sensibilisé les gens au bégaiement. Oui, j'espère. C'était vraiment le but. Pour moi, en faisant ce film, il y avait deux objectifs. C'est exactement ce que tu as dit. Il y avait un premier objectif, c'était un film pour les personnes qui bégayent. Je voulais que les gens qui bégayent, s'ils allument leur télé, ils voient des gens comme eux, avec bon, pas chaque histoire est différente, mais avec la même problématique qu'eux, et qui se sentent représentés, qui puissent s'identifier à des gens et que le bégaiement soit montré comme quelque chose de positif et pas toujours comme quelque chose de négatif. Parce qu'en général, quand on voit le bégaiement dans des œuvres, dans des, je sais pas, dans des bandes dessinées, dans des livres, dans des films, dans des blagues, dans des trucs, c'est toujours négatif. Le bégaiement, c'est parce qu'on va se foutre de la gueule de la personne qui bégaye, on va dire qu'elle est un peu débile, qu'elle est un peu bête, voilà. Et en fait, moi, j'avais jamais vu maintenant ça commence un peu, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'exemple avec le bégaiement, on voyait vraiment la vie. Qu'est-ce que c'est la vie de quelqu'un qui bégaye? Quelles sont ses pensées? Voilà, comment il en parle, comment elle en parle, comment elle vit ça. Et moi, c'est ça que je voulais montrer et je voulais donner un exemple positif pour les personnes qui bégayent et pour qui c'est difficile, qu'elles voient que c'est possible de faire ce qu'on veut avec le bégaiement. Et ça peut être très cool aussi de faire ça. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était, comme tu dis, de sensibiliser les personnes qui bégayent pas et qui connaissent pas très bien ou pas du tout le bégaiement et de leur donner un aperçu du bégaiement du point de vue des personnes qui bégayent. C'est pas quelqu'un d'extérieur ou c'est pas scientifique, c'est vraiment que les personnes qui bégayent racontent leur vécu et qu'on les voit et qu'on les entende parler et qu'on entende le bégaiement. C'est important de l'entendre pour s'habituer et pour peut-être se désensibiliser un peu. Et mon espoir, c'est que peut-être plus tard, quand ces personnes-là, dans la vraie vie, elles vont rencontrer quelqu'un qui bégaye, elles vont se souvenir du film et elles vont avoir peut-être un peu plus de patience, un peu plus d'empathie et elles vont peut-être un peu mieux comprendre ce qui se passe et elles pourront en parler, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'était et je pense voilà, enfin je sais pas enfin, je connais pas toutes les personnes qui ont vu mon film, mais en tout cas des personnes qui ont vu le film qui sont venues m'en parler quand on a fait des projections ou quand euh, voilà, ou des personnes qui sont venues me parler même sur Instagram ou sur voilà, où elles me disaient j'ai l'impression que ça marche, des personnes qui me disaient ah là là, moi je connaissais rien du tout au bégaiement, mais j'ai découvert ça, c'est incroyable la vie de ces gens, ils sont courageux, c'est tellement beau ce qu'ils font. Et j'ai compris, moi je croyais que c'était un truc de stress, mais en fait c'est pas le stress. Genre, ils ont commencé à comprendre des choses. Et des personnes qui bégayent aussi, qui ont vu le film et qui m'ont dit oh, ça m'a donné envie de peut-être voilà, à la prochaine réunion ou mon prochain événement, je vais oser parler, j'ai envie d'aller faire du théâtre, j'ai envie de m'inscrire au concours. Donc, j'ai l'impression que ça fonctionne, que ça marche pas trop mal. À votre avis, comment pouvons-nous mieux sensibiliser les gens au bégaiement? Hmm, bonne question. Moi, j'essaye de le faire en faisant mes films, mais bon, c'est pas la seule manière de faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, je pense qu'il faut en parler, qu'il faut prendre chaque occasion pour en parler, essayer d'expliquer un peu ce que c'est. Mais je pense que c'est... Après, je pense qu'au-delà de ça, il faudrait des plans d'action
politiques plus généraux, parce que ça, ce qu'on fait, ça, bon, le milieu associatif, c'est très important, mais il faudrait que dans les écoles, surtout, que les professeurs soient formés, qu'il y ait voilà, plus d'informations, que les élèves soient au courant, que ça existe. En bégaiement, ça peut être englobé dans le handicap en général, qu'il y ait plus de sensibilisation. Je ne sais pas, peut-être des campagnes publicitaires, des campagnes d'affichage, voilà, qu'il y ait plus de sensibilisation et, et qu'on en parle voilà, de manière simple et qu'on explique ce que c'est. Et voilà, je sais pas, je réfléchis comme ça, je sais pas s'il y a une solution, mais en tout cas, là, depuis quelques années, j'ai l'impression que voilà, il y a des films, il y a des podcasts autour du bégaiement, il y a des choses, voilà, le concours d'éloquence, des conférences, enfin, il y a des choses qui permettent de le faire connaître un peu plus. Et, mais je dirais que c'est aussi aux personnes qui bégayent pas d'être un peu plus curieux, quoi, d'essayer de comprendre, de s'intéresser, de lire, d'aller écouter des choses et de pas, voilà, et d'être, de rester curieux et de pas adopter cette posture de donner des conseils alors qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils devraient juste écouter les personnes qui vivent ça et écouter ce qu'elles ont à dire. Voilà. Oui. Et ne pas partir du principe qu'elles connaissent déjà, parce que c'est très complexe le bégaiement. Hein. Même moi, j'ai encore pas tout compris, je pense. Je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas scientifique, c'est pas moi qui en parle le mieux, mais c'est un phénomène très très complexe. Donc, je pense qu'il faut écouter les gens qui savent. Et d'ailleurs, c'est vrai que, enfin, tu vois, je pense que c'est aussi peut-être le rôle de personnes comme nous, comme toi et moi, qui bégayent, mais qui aujourd'hui vivent mieux le bégaiement et qui ont un peu plus de recul. C'est plus Oui. facile pour nous, tu vois, de faire ça. Parce que moi, quand j'avais 15, 18 ans, pour moi, à l'époque, c'était pas possible d'en parler comme ça à des inconnus, de dire oui, je suis bègue, alors je vais vous expliquer ce que c'est que le bégaiement. Pour moi, c'était impossible de faire ça. Donc peut-être que maintenant que j'ai un peu progressé par rapport à ça et que je suis sortie du moment où c'était très difficile, moi j'ai l'impression que c'est un peu mon rôle maintenant d'en parler publiquement et d'expliquer ce que c'est pour que d'autres personnes qui sont maintenant, qui elles sont dans le moment plus difficile, puissent trouver des relais et voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire. Quand on est vraiment dans le bégaiement, c'est très difficile de... Déjà, il faut réussir à vivre et faire de sa vie, quoi. Et donc, c'est déjà assez difficile. Donc, peut-être quand on a un peu plus de recul, on peut aider à sensibiliser, je pense. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui bégayent et que diriez-vous à ceux qui ne bégayent pas? Pour les personnes qui bégayent, je dirais, c'est un peu comme ce qu'on a dit au début. Je dirais que si une personne qui bégaye n'a pas autour d'elle le soutien dont elle a besoin, soit de la part de sa famille ou de ses amis ou de ses collègues ou peu importe, il faut qu'elle essaye de se créer ce cercle et d'aller chercher des personnes qui vont être son soutien. Donc, ça veut dire peut-être prendre contact avec une association autour du bégaiement, aller consulter une orthophoniste si c'est possible, aller dans des groupes de self-help, rencontrer d'autres personnes qui bégayent et essayer de créer une petite famille qui, c'est pas notre vraie famille, mais ça devient notre famille du bégaiement, quoi, et trouver des gens avec qui on peut en parler et on peut se sentir compris. Parce que ça, c'est hyper important pour se sentir moins seul. Et je pense que si on n'a pas ça, au départ, si on n'a pas ça, c'est très difficile d'essayer d'avancer. Donc, il faut essayer de trouver, pas la peine de rencontrer 25 personnes, hein, ça peut être 2, 3 personnes, et déjà essayer de se sentir aidé, se sentir soutenu. Et pour les personnes qui bégayent pas, je leur dirais d'être patiente, d'écouter, de ne pas couper la parole, d'essayer de comprendre, de poser des questions et d'être dans l'empathie. Et,
d'essayer de comprendre que tout le monde est différent et que si moi je vais mettre, et ben, si je mets 30 secondes de plus pour dire mon truc, et ben, je mets 30 secondes de plus pour dire mon truc et c'est comme ça et je vais pas me changer, pour être comme la société me dit que je dois être et voilà, d'essayer d'être un peu plus patient, un peu plus empathique, ouais et de s'intéresser tout simplement, de s'intéresser comme, voilà, de pas faire de suppositions, de poser des questions et de rester curieux. Voilà, je dirais ça. Melissa, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous faire connaissance. Vous étiez très, très sympa. Et merci aussi pour avoir pris le temps pour être ici aujourd'hui et partager un peu de votre histoire avec nous. Pas de problème. C'était un plaisir. Merci de m'avoir, invitée. Merci beaucoup. OK. Merci, au revoir. À la prochaine. Obrigada, Melissa. Obrigada. Até Tchau. mais. Bom final de semana. Você também. Tchau. Obrigada, tchau.